de médecins contre ce DSM. Et ce que j'ai entendu récemment, c'est qu'il était accepté aux États-Unis, mais qu'on n'était pas encore sûr qu'il allait passer en Europe. Et moi, je pense qu'il va passer en Europe, parce qu'il y a tellement de possibilités que ça se passe. Voilà. Donc là j'ai parlé en fait de la multiplicité de l'autisme. Maintenant, c'est quoi cet autisme? Ça vient de quoi? Pourquoi il y a des gens autistes? Alors ça, il y a un bouquin sur le mystère de l'autisme, il y a toujours le mystère de l'autisme, mais on a quand même des clés. Donc les médecins officiels, les médecins conventionnels disent, et les médecins et les associations d'autistes et la haute autorité de santé et tous ces gens-là, disent c'est génétique. Voilà, c'est génétique. Par contre, ils ne savent pas trop bien nous expliquer pourquoi il y a actuellement une, entre guillemets, épidémie d'autisme. Parce qu'au niveau du nombre de personnes touchées, et d'enfants touchés en particulier, même si certains, on les appelle troubles du spectre autistique, ou bien problèmes graves de développement, ou des choses comme ça, donc on invente d'autres nominations, mais c'est quand même des autistes. Et bien maintenant, vous avez tous vu probablement que, alors que quand il a été décrit en tout cas par Kanner en 1943, en Allemagne, il y avait, on pensait à peu près à une personne sur 5000 ou sur 10 000. Donc c'était très, très rare. Et les médecins qui ont fait des études 20 ans avant moi, ils avaient pratiquement jamais entendu parler d'autisme. Non, ça n'avait pas été décrit. Et maintenant, donc, en moyenne, autour du globe, c'est un enfant sur 100. Donc c'est une explosion incroyable, une augmentation de 600%. Alors il y a des gens qui disent oui, mais c'est parce qu'on fait mieux les diagnostics. Mais ça, c'est vraiment pas possible, quoi, parce qu'on n'était quand même pas si bête il y a 20 ans pour pas reconnaître les autistes. Il y a des gens qui disent parce qu'on a élargi les critères de diagnostic, mais tout ça, c'est n'importe quoi. Et par contre, ce qu'on sait, que c'est sur ces millions actuellement d'autistes sur la planète, et il y en a partout, aussi bien dans les pays, dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, sauf que dans l'hémisphère sud, ils ont tellement d'autres problèmes qu'on n'en parle pas beaucoup. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a une certaine proportion de ces... Je dis les enfants, parce qu'il y a aussi des élèves, mais je dis les enfants, c'est plus simple, qui, depuis tout petit, ont montré des signes d'anomalie, entre guillemets. C'est un enfant qui pourrait être très en colère, ou un enfant qui ne souriait pas au bon moment, etc., etc. Mais qu'il y a une grande proportion maintenant, certaines personnes disent la moitié, d'autres disent encore plus que la moitié, qui étaient des enfants avec un développement absolument normal. Des enfants qui ont marché à l'âge normal, commencé à parler, sourire, etc. Et puis, à un moment donné, paf, ils partent dans des symptômes de spectre autistique. Alors voilà, on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé à ce moment donné-là. Très très souvent, c'est une intoxication médicamenteuse, et le plus souvent une vaccination. Donc là, on arrive à notre sujet vraiment. Alors, les médecins officiels, qu'est-ce qu'ils font avec un enfant autiste? Ils ont deux solutions, ou bien ils le montrent au pédopsychiatre, au psychanalyste, et là il y a toute l'histoire de Bettelheim et compagnie, l'autisme vient de la mère, la forteresse vide, le fait que la mère n'a pas donné assez d'attention, assez d'amour à son bébé, etc. Donc ça c'est ce que certains psychanalystes pensent encore. Mais quand même la majorité des gens qui s'occupent des autistes ont une réponse comportementaliste. Il y a plusieurs méthodes. En fait, une s'appelle ABA, c'est des initiales anglaises, qui disent l'autiste, il faut se mettre à son niveau, il faut lui répéter 100 fois la même chose, il faut lui donner beaucoup d'attention, et puis il y a des trucs, même avec l'ordinateur, etc., pour éduquer en fait émotionnellement cet enfant pour qu'il sorte de sa tour d'ivoire en fait.
Donc tout ça, c'est des gens qui pensent que ça vient du cerveau. Hein, ça vient du cerveau, donc il faut l'envoyer au psychanalyste. Ou bien ça vient du cerveau, donc il faut lui faire des exercices avec son cerveau. Donc ça, c'est les deux thèses. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un film dont le titre est Le Mur. Non, vous n'avez pas vu ça? C'est très intéressant. C'est un film qui a été fait en 2010 par une dame qui s'appelle Sophie Robert. Elle a interviewé toute une série de psychanalystes. On les voit là, dans leur fauteuil, dans leur cabinet, ils répondent aux questions, etc. Au sujet de l'autisme. Et puis elle a filmé aussi deux familles qui ont bien sorti d'affaires leurs enfants avec des techniques comportementales. Et ce film, il a été interdit parce que 3 psychanalystes ont porté plainte et ils ont gagné leur procès parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient été ridiculisés dans le film. Donc il y a eu un premier jugement pour interdire le film en 2012, je crois. Et assez récemment, la cinéaste a fait appel, un autre tribunal a lâché l'interdiction. Donc le film est de nouveau visible. Je crois au complet, ou bien peut-être que ces 3 psychanalystes ont réussi à faire couper leur petite chanson, je ne suis pas tout à fait sûre. Mais de toute façon, il peut même passer en salle. Hein. Donc ça, c'est un film très intéressant, en fait, sur les deux options officielles de l'étiologie de l'autisme. Mais là, on reste toujours dans le cerveau. Il y a une troisième chose qui se passe, c'est pas un mur, c'est ce qu'on appelle un gap. Alors, gap, gap en anglais, ça veut dire la faille, en fait, hein, le trou. C'est juste, hein? Et en fait, il y a un bouquin qui existe, mais bon, c'est toute une tendance maintenant de thérapeutes. Ça, c'est pour gastro-intestinal, le tube digestif. Et ça, c'est pour psychologie. Hein, donc, c'est un syndrome gastro et psychologique. Le livre qui parle de ça, c'est un livre de Natasha Campbell. Bon, il y en a beaucoup de gens qui parlent de ça. Elle a été traduite en français sous le titre de syndrome entéropsychologique. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre ce qui se passe au niveau du tube digestif et ce qui se passe dans le cerveau, et dans le comportement et dans les émotions. Et ça, c'est encore plus important que le mur entre les psychanalystes et les comportementalistes. C'est une faille énorme entre la notion que l'autisme est cérébral et la notion que l'autisme est une maladie de tout le corps entier et que les enfants autistes, ils ont souvent des problèmes digestifs. C'est à cause des problèmes digestifs qu'il y a une possibilité de certaines substances d'empoisonner le corps et d'empoisonner le cerveau. Bon, c'est très rapidement dit. Hein. Donc ça, c'est très important. Le fait est que, bon, moi je me suis passionnée, je suis allée beaucoup ces dernières semaines sur les sites autisme et vraiment on voit que, bon, il y en a en français, il y en a au Québec qui sont très intéressants, mais il y en a évidemment surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a énormément d'associations de parents autistes, dont certains sont médecins, qui ont créé qui ont des sites, qui font des conférences, etc., qui ont une force assez importante. Et là, aux États-Unis, j'ai trouvé une statistique sur des interrogations de parents, et plus de la moitié des enfants étaient améliorés par l'alimentation. C'est quand même impressionnant, hein, plus de la moitié par l'alimentation. Alors bon, je vais expliquer plus en détail plus tard le type de régime, etc. Mais c'est une constante. Hein. Et il y a aussi, par rapport à cette interrogation aux parents,
des données où certains disent, il y a 40% des parents qui disent que c'est arrivé après un vaccin. Dans d'autres études, il y a jusqu'à 70% des parents qui disent que c'est arrivé après un vaccin. Donc c'est quand même des chiffres impressionnants. Alors, bon, j'ai parlé de l'autisme. On peut après, dans les questions, aller plus loin si vous voulez. Maintenant, j'aimerais parler rapidement de ce fameux ROR, vaccin rougeole au rayon rubéole. Donc moi, je peux vous dire en tant que pédiatre praticienne que la plupart des enfants de ma clientèle, ils allaient à l'école Steiner et puis ils n'étaient pas vaccinés et j'ai vu pas mal de rougeole. En fait, je ne les voyais même pas, les rougeoles. Je faisais le diagnostic au téléphone, c'est tellement clair, hein, tellement facile. Et moi, je faisais beaucoup de choses au téléphone parce que beaucoup de gens de ma clientèle avaient suivi mon cours d'homéopathie, on se tutoyait, enfin bon, il y avait un contact facile. Et puis quand il fallait, des fois je disais, est-ce que ça te rassurerait de voir l'enfant? Alors voyez l'enfant. Mais des fois, il n'y avait vraiment pas besoin, quoi. Il y a une épidémie de rougeole, puis maintenant, aujourd'hui, il a de la fièvre, il y a les yeux qui coulent, et puis demain, il va avoir des taches rouges. Je veux dire, c'est pas bien de voir un enfant. Hein. Bon, et bien j'ai jamais eu de complications. Donc, ce qui fait peur, bon, pourquoi est-ce qu'on a développé le vaccin rougeole aux États-Unis dans les années fin 50, début 60, fin 50, donc ça fait un peu de temps. Hein. Il y avait deux raisons principales. L'une, c'était la crainte de l'encéphalite rougeoleuse. Et c'est vrai que ça existe. Hein. La rougeole, c'est un virus, et ça, c'est un vrai virus. Hein. C'est pas comme le sida, un virus qu'on a inventé. C'est un vrai virus qui, la plupart du temps, chez un enfant en bonne santé, bien nourri, etc., fait sa maladie. C'est pas une maladie très légère, hein, c'est quand même 10 jours, et puis l'enfant il est vraiment prostré etc. Et voilà, mais bon, moi j'avais jamais eu de complications. Alors, mais ce qu'on sait, c'est que cette maladie fait une chute de l'immunité dans les jours et semaines qui suivent. Du reste, il y a des études intéressantes qui montrent qu'un enfant qui aurait un test de QT-réaction après BCG ou par tuberculose positif, après sa rougeole, il est négatif pendant quelques temps. Donc il y a quelque chose de très fort au niveau système immunitaire qui se passe avec la rougeole. Hein. Alors moi je disais toujours, ok, c'est la rougeole, aucun problème. Alors ce qu'il faut faire, c'est ne pas en parler. Hein, parce qu'il y a la panique, la rougeole, etc., etc. Moi, je me souviens d'une dame qui est entrée dans un cabinet de pédiatre avec un enfant tout rouge en disant « je crois que c'est la rougeole », un cabinet de groupe de pédiatres, et elle s'est fait foutre dehors. Il n'y a pas eu de consultation. On lui a dit « madame, il fallait se vacciner ». Ouais. Donc les médecins, ils ont une peur bleue de cette rougeole. Bon, à cause des complications, ben, c'est vrai. Moi, j'ai vu un enfant à l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital pour faire mes stages de pédiatrie, un enfant qui avait eu une encéphalite rougeoleuse. C'était un enfant handicapé, à vie. Bon, d'accord, ça existe, c'est vrai que ça existe. Mais bon, après, il faut voir l'équilibre avec et sans vaccin, etc., qui est assez compliqué, en fait, par rapport à la rougeole. Et puis, le deuxième critère de lancement du vaccin rougeole, c'était le nombre de jours de travail perdus par les mamans qui doivent rester à la naissance. Voilà, ça c'était les deux critères officiels quand on a lancé le vaccin rougeole. Et puis bien sûr, avant on disait la rougeole, c'est ok, on fait la rougeole, mais dès que le vaccin a commencé à être sur les rangs et dans le commerce, la rougeole est devenue une maladie très grave, il faut vacciner contre la rougeole, etc. Et en fait, elle est devenue une maladie très grave, parce que le vaccin, malheureusement, marche, partiellement, mais il marche. Donc il empêche une certaine proportion de la population de faire sa rougeole entre 5 et 9 ans, où c'est l'âge où il y a le moins de complications. Et puis on a les rougeoles adolescentes, les rougeoles des jeunes adultes, et les rougeoles des bébés dont la maman était vaccinée contre la rougeole.
Donc elle a passé moins